À la une de l'actualité, le procès Vital Kamerhe et consort, le tribunal de grande instance de la Gombe se prononce dans 48 heures sur les demandes de mise en liberté provisoire. L'audience de ce lundi a consisté notamment à l'identification de prévenus. Dans le Congo, en plein XXIe siècle, la population traverse encore sur le pont en arbre penché, le pont Manzala 2 reliant les territoires de Kahemba et quelques territoires recoupés en deux, les cris de détresse de la population de Kahemba dans ce journal. Le Covid-19 a entraîné la crise sanitaire. Le villageois de Nzuma, nous sommes là dans la province du Congo central, ont décidé de s'impliquer dans la culture du manioc pour pallier à cette situation. Mais l'évacuation pose problème pour cause la route est dans un état de délabrement très avancé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Situation épidémiologique du Covid-19 en République démocratique du Congo. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul fait état de 1024 cas confirmés, 41 décès, 141 personnes guéries, 731 patients sont en bonne évolution et 425 cas suspects sont en cours d'investigation. Les zones les plus touchées de Kinshasa sont Kokolo avec 188 cas, Binza aux zones 113 cas, Gombe 99 cas, Limete 73 cas et Binza Météo 55 cas. Siégeant en matière répressive, le tribunal de grande instance de la Gombe a ouvert le procès Kamerhe et consort ce lundi au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Les prévenus sont poursuivis pour détournement des fonds destinés au fonds de 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point avec Médard Mbouyal Mangala. La clameur publique provoquée par le retard dans l'exécution du programme de 100 jours du président de la République a amené le parquet général de Kinshasa Matete à ouvrir des enquêtes judiciaires sur des soupçons de détournement. La majorité des acteurs impliqués dans ces dossiers citeront le nom de Vital Kamerhe. Appelé comme témoin, il sera transformé en prévenu. Le ministère public, au nom des intérêts de la République, a considéré que des indices assez sérieux pesaient sur la tête du directeur de cabinet du chef de l'État. La première audience de ce lundi 11 mai 2020 a été consacrée à l'instruction du dossier. Le président du tribunal de grande instance de la Gombe a procédé à l'identification des prévenus. Après cette première phase, le ministère public est passé à l'attaque. Il a déroulé les actes d'accusation portés contre 3 prévenus, Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, Jamal Sami, commerçant, et Mouyi Mandoole, fonctionnaire en charge de l'import et export à la présidence de la République. Des actes posés par des prévenus ont porté préjudice à la République. Le juge président, en ouvrant cette séance, a voulu savoir si des prévenus cités dans l'affaire du marché sur des maisons préfabriquées se connaissaient. Stratégie de défense oblige. Le commerçant Jamal a déclaré ne pas connaître Vital Kamerhe et vice-versa. La chose a été facile pour Mouima, agent de l'État dont la reconnaissance ne pouvait poser aucun problème. Après des exceptions soulevées par la défense et au nom de l'organisation d'un procès équitable, le président du tribunal de grande instance de la Gombe a fixé la prochaine audience au 25 mai 2020. 10 motos pour faciliter le déplacement du personnel de l'équipe de la RIPO. C'est un don de la société congolaise TIEX qui évolue dans l'import et l'export. Toujours ce lundi, le chef du gouvernement a reçu l'ambassadeur de Cuba en République démocratique du Congo, Françoise Bouelabouaki, Frampomba, reportage. Cuba, fort de son expérience dans la médecine, ces médecins sont venus en appui à leurs collègues italiens. Essoufflés par la propagation du coronavirus, ils avaient été accueillis en héros. Ce lundi 11 mai 2020, Eva Yelina, ambassadeur de Cuba en RDC, est venue au cours de cet échange avec le chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba proposer les possibilités d'échange d'expérience de son pays avec la RDC dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et leurs relations diplomatiques. Nous savons exprimer
que c'est important l'échange pour voir tous les espaces, même à niveau biotechnologique, de la production de médicaments, de la recherche, de la vaccin contre le Covid et à niveau des interventions des services médicaux. Toujours ce lundi, le Premier ministre a réceptionné des engins roulants pour renforcer la mobilité des équipes de la riposte. 10 motos tout-terrain, dont de la société TIEX, une entreprise congolaise d'import-export représentant la marque japonaise Honda. À la tête de la délégation, Martin Chamlesso, président du conseil d'administration. Nous avons disponibilisé 10 motos, dont 5 motos de marque XL 125 Honda et 5 motos de marque MT 150. Face à cette difficulté, la mobilité des personnels soignants, la mobilité de l'équipe de dépistage, la mobilité des agents de sécurité et tant d'autres est un besoin impérieux. Le Premier ministre a recommandé la bonne utilisation de cette acquisition en présence du ministre de la Santé publique Eteni Longondo et du docteur Kebela Ilunga, coordonnateur adjoint du secrétariat technique de la riposte. La contribution de la société TIEX a été aussitôt dirigée vers le fonds de solidarité créé pour recevoir les donations. Nous l'avons dit en titre, dans le Kwango, en plein 21e siècle, la population traverse le pont sur un arbre penché et le pont Manzala 2 reliant les territoires des Kaemba et quelques secteurs est coupé en deux. La population lance un cri de détresse aux autorités du pays. Lucila Vichisanda, reportage. Ce n'est pas dans un film, mais bien en République démocratique du Congo. Plus précisément, à plus ou moins 25 km du territoire des Kaemba, dans la province du Kwango, dans l'ex-Bandundu. C'est sur ce pont, en arbre penché, que les populations de ces territoires traversent désormais pour s'approvisionner en produits agricoles. Incroyable. Pour arriver au village des Kabongo, Mwamushiko, Chifameso et Chifundi vers la frontière des Chakoufa, c'est un véritable calvaire, un chemin de la croix. Et pour cause, le pont à bois de Manzala 2, qui reliait la cité de Kaemba avec ses zones agricoles, est coupé en deux depuis plus d'une semaine. Une situation qui met en danger les populations de ces coins. Avant de traverser, ils sont obligés de dépiécer le seul moyen de transport viable du coin, la moto. Conséquence, le coût de la traversée a triplé de 5 000 à 15 000 francs congolais et cela dépend de la charge dont on dispose et à ses risques et périls. La population de Kaemba et ses environs qui vivent de la production agricole venant de là lance un cri de détresse aux autorités tant provinciales que nationales. Le gouvernement a dépêché Noki. Le gouvernement doit vite intervenir car ces ponts nourrissent la population. Et les autorités locales doivent également intervenir rapidement. Alors qu'il faut l'État à mon ou territoire à mon D'autres personnes sont en face et ne savent comment traverser. Les gens sont pénalisés. Ce pont date de l'époque coloniale et réhabilité plusieurs fois par la population locale. À l'époque du gouvernement Mouzito, un projet de pont métallique était initié. Malheureusement, jusqu'à ce jour, les éléments de ce pont convoyés en ces temps sont restés enfouis dans le sable et d'autres sont à ce jour introuvables. La population de Kaemba à vocation agricole espère une solution rapide pour éviter le pire, surtout quand on sait que c'est dans ce territoire où l'on trouve plusieurs malades de Konzo, une maladie due à la consommation des maniocs maltraités. Nous prenons la direction d'Nzouma. Nzouma, c'est dans le Congo central où les villageois ont décidé de s'adonner à la culture du manioc. Question de pallier à la crise sanitaire. Mais l'évacuation de ces produits pose problème. La route est dans un état de délabrement très avancé. Reportage Mireille Ndeke, Ami.
L'agriculture reste l'un des piliers importants pour le développement. En cette période de crise due à la pandémie du Covid-19, la production locale devrait aider à assurer l'alimentation. Au Congo central, les paysans d'Nzuma cultivent des champs de manioc, aliment de base très consommé à Kinshasa. Difficile d'assurer l'évacuation de la production en cette période et surtout suite au mauvais état de route, ces agriculteurs trouvent le salut grâce à cette pirogue mise à leur disposition par le député national Antoine Gonda Mangalibi. Par manque de route, de commerçants venus acheter de la marchandise passent des nuits à la belle étoile. Ils lancent ainsi un SOS par le biais de leur porte-voix. Nous sommes ici depuis hier. Pas moyen de cycler sur cette tronçon. Heureusement qu'il n'y a pas eu pluie aujourd'hui. Nous sommes contents car nos doléances ont été enregistrées. D'autres doléances également ont été enregistrées sur le chemin de retour de l'élu de Madimba. Réhabiliter les routes et soutenir le travail de la terre va éviter les ruptures de stock en produits agricoles en ces moments où les importations sont suspendues. C'est un geste généreux, louable et encourageant fait aux prisonniers. En tout cas, les pensionnaires des différentes maisons carcérales ont reçu des vivres et non-vivres, dont d'un groupe d'entrepreneurs congolais. Jacques Aboba, reportage. 500 sacs de semoule de maïs, dont des entrepreneurs congolais pour les maisons carcérales de la ville-province Kinshasa, ont été réceptionnés par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Maître Célestin Tundayaka Sendia, dans son adresse, remerciait cet entrepreneur pour ses gestes de générosité. Il a saisi cette opportunité pour appeler les autres d'emboîter les pas à Joël Sebissé, ce pour lutter contre le Covid-19. Il s'agit ici, pour la compréhension de tout le monde, d'un don. Ils viennent de poser un geste significatif pour montrer que les Congolais eux-mêmes peuvent savoir poser des actes de solidarité. Tous les partenaires, tout le monde connaît les difficultés que nous avons aujourd'hui. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles vivent les détenus aujourd'hui. Tout le monde sait comment on est en train de se débattre pour mettre les prisonniers dans de bonnes conditions. Parce que je l'ai toujours dit, les prisonniers ne sont pas des animaux. Ce sont nos compatriotes, ce sont des humains. C'est la liberté qui leur manque peut-être pour le moment, mais nous devons les soigner comme tous les Congolais. L'entrepreneur Joël Sebissé a indiqué que ces gestes entrent dans le cadre de l'appel à la solidarité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ensemble avec les amis entrepreneurs, nous avons jugé urgent et important qu'on vienne auprès de votre ministère faire ces dons pour le cadre de nos frères et sœurs prisonniers qui sont incarcérés, un peu ce qui justifie notre présence ici. Des efforts sont consentis pour adapter ces lieux de détention à la démographie galopante de la population carcérale et les débats sur le Covid-19 constituent désormais une urgence pour appuyer sur l'accélérateur dans l'optique d'éviter les drames. Avec l'apport de tous, il est sûr que la pandémie de Covid-19 sera vaincue en République démocratique du Congo. Et en séjour de travail à Kolwezi, la ministre d'État en charge du travail, prévoyance sociale et celui de mine ont effectué une descente dans la mine Comus. Question de vérifier les conditions de confinement de travailleurs. C'est là à plus de 2 mois. Envoyé spécial de la RTNC, Robert Ndaye Chisensa. Le coronavirus affecte désormais tous les secteurs de la vie sociale. Certains travailleurs, surtout ceux du secteur de mine, en paient les lourds tributs. Des licenciements abusifs, des congés techniques parfois sans raison valable, des dizaines de travailleurs sont aujourd'hui condamnés au chômage et ceux qui travaillent encore ne bénéficient pas du même traitement que les étrangers. C'est pour se rendre compte de cette situation qu'une délégation mixte, gouvernement de la province du Lualaba et les membres de la Commission nationale de droits de l'homme, section de cette province, a effectué une descente dans quelques entreprises minières pour faire le suivi des conditions de travail en cette période de confinement. Que ce soit à Tenke Fungurume Mining ou dans d'autres entreprises minières, la Commission nationale des droits humains, section du Lualaba, a fait ce constat. Sous l'impulsion du bureau national qui coordonne le président membre Mouchikon Kemomous et sous l'impulsion également de son excellence monsieur le gouverneur de la province du Lualaba, Richard Mouyej Manguez Mans,
Et dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, nous avons été conviés à effectuer cette mission, en collaboration également avec le cadre de concertation de la société civile de Lualaba, l'inspection du travail, ainsi que la direction de la fonction publique provinciale. Et on a eu à constater, ce qu'on a eu à constater, on a palpé du doigt les conditions. Ce qui reste, c'est l'élaboration du rapport et qui sera déposé à qui de droit. 10 jours ont suffi à cette équipe pour établir un rapport à soumettre à la haute hiérarchie. Robert Ndaïti-Sensé va revenir dans nos prochaines éditions, mais pour l'heure, nous avons proposé l'élément d'Oscar Mbal sur la descente de plusieurs entrepreneurs dans le mine de Lualaba. Le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, a présidé la conférence sur le dialogue pour l'amélioration de la transparence budgétaire. Cédric Kenina, reportage. Députés nationaux, sénateurs de la commission ECOFIN, membres de la société civile, les partenaires techniques, représentants des ministères du budget et finances ainsi que certains journalistes, tous en vidéoconférence pour s'informer sur la transparence budgétaire, préoccupation majeure du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui prend corps à travers les 15 piliers du programme gouvernemental. Propos du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke. Ces échanges à distance ont permis de rendre publics les résultats obtenus dans ces processus. La présente conférence sur le dialogue pour l'amélioration de la transparence budgétaire, que j'ai l'honneur d'ouvrir ce jour, offre l'opportunité de rendre public et de mettre à la disposition des médias les résultats obtenus par notre pays en matière de transparence et de participation citoyenne dans l'enquête internationale Budget ouvert 2019. Elle devra de ce fait permettre à toutes les parties prenantes d'échanger et de réfléchir sur les activités pertinentes à mettre en œuvre de manière à maintenir les notes satisfaisantes obtenues sur certains aspects et d'améliorer les domaines pour lesquels les notes n'ont pas été concluantes, afin de hisser vers le haut le score global du pays lors des prochaines évaluations. De fil en aiguille, les participants connectés par vidéoconférence ont reconnu la nécessité pour les ministères du budget de continuer à publier les revues budgétaires et au ministère des Finances les rapports liés à la loi des finances, notamment la loi sur la reddition des comptes. Autre vidéoconférence, c'est celle tenue par Madame le vice-premier ministre, ministre en charge du plan. Elle concernait la 19e réunion du comité pilotage avec tous les partenaires sur le coronavirus. Peggy Mukunda en reportage. En ces temps difficiles que le monde entier traverse, frappé par la pandémie du Covid-19, les membres du comité de pilotage du partenariat mondial se sont réunis sous la présidence du vice-premier ministre, ministre du plan Élisée Mounemwe, en vidéoconférence pour expliquer au monde que ce partenariat international de l'efficacité de l'aide qu'ils tiennent tous à cœur et fait tout ce qui est possible pour être à la hauteur de la crise que connaît le continent. Au cours de cette 19e réunion, les 80 participants ont eu à renforcer leur lien de partenariat, lancer un message clé au monde entier pour cette coopération très efficace qu'ils optent pour changer la donne face aux défis de l'heure. Occasion également de présenter les programmes de travail 2020-2022, débattre des questions de priorité pour un meilleur renforcement de coopération, mutualiser nos efforts et les expériences pour la lutte contre le Covid, aussi appuyer ces partenariats en vue de mettre un système de protection sociale, a martelé la vice-premier ministre, ministre du plan, Élisée Mounemwe Tamukumwe. Ces cadres d'échange de pays membres de développement et émergence a permis de penser à construire dans l'avenir une société avec une nouvelle vision de gestion sanitaire et économique. Nous recevons le professeur Léon Kiaboba. Le professeur Léon Kiaboba est rapporteur au Conseil économique et social. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Professeur, vous venez nous annoncer l'ouverture demain mardi 12 mai 2020 de la séance plénière extraordinaire du Conseil économique et social. C'est bien cela? C'est bien cela. Donc demain aura lieu la séance plénière extraordinaire du Conseil économique et social qui va marquer les débuts de la deuxième mandature du Conseil économique et social à la suite de l'ordonnance d'investiture numéro 20/31 du 25 avril
signé par le président de la République, chef de l'État. Alors, coronavirus oblige, est-ce que vous avez tenu compte du respect des règles d'hygiène pour demain? Nous allons faire cette séance au Palais du Peuple où toutes les mesures sont prises parce que nous sommes installés à la Gombe qui est en confinement. Donc nous allons le faire au Palais du Peuple et toutes les mesures sont prises et nous allons y veiller de manière scrupuleuse. Tous les membres seront présents demain? Pas tous les membres, parce qu'avec le contexte actuel, il y a des membres qui sont bloqués à l'intérieur, donc ceux-là seront représentés. Mais la grosse majorité est présente dans la ville de Kinshasa. Alors, quelles sont les matières qui sont traitées demain? Demain, 2 matières. Il y aura une communication du président du Conseil économique et social et il y aura le deuxième point, c'est la mise en place du bureau. Alors, le commun des mortels se pose souvent la question sur le Conseil économique et social. Quelle est la mission que l'État a confiée à cette institution? La mission confiée au Conseil économique, et le Conseil économique, je dois encore me rappeler, c'est une institution constitutionnelle, donc voulue par la Constitution en son article 208. Et cette mission consiste pour le Conseil à donner des conseils consultatifs dans toutes les matières économiques et sociales, et cela à la demande des institutions, c'est-à-dire du président de la République en premier, de l'Assemblée nationale, du Sénat, du gouvernement et même des provinces. Vous étiez là pendant la première mandature du Conseil économique social. Et quel est le conseil marquant que vous avez pu prodiguer aux institutions de la République? Les conseils marquants, je dois d'abord nuancer en disant qu'il y a plusieurs conseils qu'on donne, parce qu'on procède par avis, et dans un avis, il y a plusieurs préconisations. Alors, un des avis que nous avons rendu pendant cette première mandature, c'est un avis sur la baisse de la qualité de l'enseignement. Et pour sortir de cette baisse de la qualité de l'enseignement, nous avons proposé une des mesures, parmi tant d'autres, c'est la gratuité de l'enseignement. Et voilà que c'est une question qui est d'actualité maintenant, parce que c'est une matière prévue par la Constitution. Et la gratuité est devenue, elle est effective de nos jours? Elle est effective, vous le savez, vous êtes témoin de cela. D'accord. Alors pour clore notre entretien, professeur Léon Kiaboba, qu'est-ce que la population peut retenir de vos activités pendant la première mandature? Pendant la première mandature, nous avons rendu plusieurs avis en différentes matières, que ce soit l'énergie électrique, les déficits en matière d'énergie électrique. Nous avons rendu un avis encore, quand je disais parmi tant d'autres, sur la corruption, un avis aussi important. Et donc le Conseil économique se projette plus dans la durée, donc pour le développement durable de la RDC. Et donc il y a tous ces avis, mais finissant la première mandature, et nous sommes là-dessus, maintenant une des matières sur laquelle le Conseil va tabler maintenant, c'est la pandémie Covid-19. Donc voilà pourquoi nous avons même cette séance extraordinaire demain. C'est pour que le Conseil, qui est un Conseil économique et social, la santé c'est du social. Donc nous allons tabler là-dessus, et comme nous nous inscrivons dans la logique de la durée, c'est la gestion post-pandémie sur le plan économique et social. Nous avons des choses à dire là-dessus. Merci beaucoup. Je rappelle aux chers téléspectateurs que nous recevions sur ce plateau le professeur Léon Kiaboba, qui est rapporteur au Conseil économique et social. Le professeur est venu annoncer l'ouverture de demain de la séance plénière extraordinaire du Conseil économique et social. Merci beaucoup, professeur, d'être venu sur nous. Merci. 2 mois après que la pandémie du coronavirus soit déclarée en République démocratique du Congo, le bilan fait par l'équipe de riposte est alarmant. Plus de 1000 cas sont testés positifs au Covid-19 et le ministre de la Santé appelle la population à redoubler de vigilance. Et Teni Longombo a aussi réceptionné aujourd'hui un lot de matériel dont de la Fédération de Russie. Patrick Achala en reportage. C'est dans le locaux de l'Institut national de recherche biomédicale INRB qu'a eu lieu ce lundi 11 mai 2020 la remise d'un important lot de matériel de lutte contre le Covid-19, dont de la Fédération russe au gouvernement congolais. Tout a commencé par un échange tablé sur les relations qui existent entre les deux pays il y a 60 ans déjà. Était présente à cet échange le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, le vice-ministre de la Santé Albert Petit-Biyombo, l'envoyé spécial du chef de l'État Patrick Congo, le coordonnateur du secrétariat technique de la riposte au Covid-19 Jean-Jacques Mouyembe, ainsi que le secrétaire général à la santé Sylvain Yuma. Au sortir de l'audience, l'ambassadeur de la Russie, Alexei Sentebov, a donné de la voix. En marge du sommet de Sochi, on a procédé à la signature de l'accord entre nos deux ministères et le gouvernement de la Fédération de Russie
il a réservé la somme de plus de 6 millions de dollars américains à ce fin et on espère de signer les jours qui viennent un autre accord qui s'appelle un accord administratif entre nos deux ministères pour qu'on puisse continuer notre coopération et surtout dans la lutte contre le Covid-19. Notons que la remise de ce premier lot de matériel médical qui comprend plus de 28 000 unités d'équipements de protection, notamment des combinaisons, des respirateurs, des masques et autres. Ceci n'a pas laissé le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, qui a représenté le gouvernement sans mots. Et maintenant, avec le matériel que nous venons de recevoir de la Fédération de la Russie, nous allons aussi en profiter pour les utiliser dans le cadre de coronavirus, parce qu'il s'agit de matériel de protection, surtout pour notre personnel de santé qui est au fond. Donc ce personnel doit être protégé parce que nous ne voulons pas le perdre. D'un local à un autre, cette fois-ci, l'audience du ministre de la Santé accordée à l'ambassadeur de la Chine qui est venu annoncer l'arrivée dans quelques jours de médecins chinois en RDC pour apporter leur soutien à l'équipe de la riposte. Des vivres et non-vivres pour les patients d'un centre hospitalier dans la commune de Mongafula. Ce don est signé Régine Kingunza Wata, notable de cette municipalité. Interné voilà plusieurs jours et se retrouve à bout des ressources au sein du centre hospitalier Reine de AS dans la commune de Mongafula. C'est ainsi que l'élu provincial de ce coin de la capitale, Régine Kingunza Wata, pendant cette période de lutte contre le Covid-19, apporte donc sa contribution composée essentiellement des sacs de riz, des farines de maïs, des cartons de poulet, du sucre, de boîtes de conserve et des kits sanitaires usuels tels que le lave-mains. Sensibiliser ma base, la population, ma famille, mes amis qui habitent ici à Mongafula. Et je ne pouvais même pas y passer sans penser aux malades qui sont dans des hôpitaux différents et qui n'ont personne. Et comme moi je suis leur maman, je suis obligée de passer, de les conscientiser et de les fortifier. Ces dons sont accompagnés de la pédagogie. Régine Kingunza Wata a sensibilisé les siens à faire usage des mesures barrières car Mongafula constitue son premier cercle dans la vie associative en remettant d'autres kits sanitaires aux habitants de ces coins de la capitale. Le ministre de la Pêche et l'Élevage a visité quelques sites de production de poissons dans le Congo central pour approvisionner Kinshasa, la capitale, et d'autres centres, nous fait dire Cédric Kenina. Le sanitaire porte un coup dur dans le domaine des importations et la dépendance de la RDC de ses produits, met à rude épreuve le pouvoir d'achat du Congolais lambda. L'aquaculture, la pisciculture serait donc un secteur vital, surtout pendant cette période de lutte contre le Covid-19 pour approvisionner les ménages de Kinshasa. Le ministre de la Pêche et l'Élevage, Jonathan Bialoussou-Kawata, qui vient d'entreprendre une série de visites des sites de production de poissons, rassure quant à l'accompagnement du gouvernement de la République à travers la dotation de moyens conséquents aux opérateurs économiques. Dans le cadre des activités de mon ministère, sur l'instruction du Premier ministre, conformément aussi aux mesures prises par le chef de l'État de vouloir sécuriser la ville de Kinshasa ou les grandes villes en produits alimentaires. J'ai entamé une tournée à travers tous les sites de production où on produit des poissons pour voir leur capacité d'approvisionner la ville de Kinshasa. Je me rends compte qu'il y a des opérateurs économiques locaux qui sont capables d'alimenter suffisamment nos centres urbains, mais qui manquent encore de moyens. Des Kassangoulou, le site Ngolomoseka, la commune délimitée avec Cap Congo, y compris les périphéries de la capitale, les patrons de la pêche et élevage a quantifié les besoins pour des solutions urgentes. D'autres visites sont prévues pour éviter à Kinshasa ainsi que d'autres provinces une crise alimentaire.
Je vous l'ai dit tantôt, 2 mois après que la République démocratique du Congo ait déclaré la pandémie du coronavirus, l'équipe de riposte a fait les bilans. Les bilans, il est tellement alarmant. Plus de 1000 cas sont testés positifs et le ministre de la Santé appelle la population à redoubler de vigilance. À la fin de ce journal, vous suivrez donc le mot du docteur Eteni Longondo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais je me fais le devoir de vous rappeler les principaux titres. À la une de l'actualité, donc, le procès Vital Kamerhe et consorts. Le tribunal de grande instance de la Gombe va se prononcer dans les 48 heures sur les demandes de liberté provisoire. L'audience de ce lundi a consisté notamment à l'identification de prévenus. Et puis dans le Kwango, vous l'avez suivi dans ce journal, en plein 21e siècle, la population traverse encore sur le pont, sur un arbre penché, le pont Manzala 2 reliant les territoires des Kayemba et quelques secteurs est coupé en deux. La population lance un cri de détresse aux autorités du pays pour des solutions idoines. Le Covid-19 a entraîné la crise sanitaire et la population de Nzuma dans le Congo central s'adonne à la culture du manioc pour pallier à la crise sanitaire. Mais pourtant, un problème reste posé, c'est l'évacuation de produits agricoles. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Le coronavirus est une réalité. Il faudrait se protéger et protéger les autres en respectant justement le geste barrière. Nous avons une pensée pieuse envers tous les médecins et les infirmiers qui fournissent des gros efforts pour prendre en charge les malades atteints du coronavirus. Mesdames et messieurs, ce journal de Jacques Kabwabwa, assisté par Dieye Balaka, est arrivé à son terme. Fidèles téléspectateurs, prenez soin de vous et surtout travaillez pour la beauté des choses, car chaque jour est une vie. 22h, Anita Luamba sera des vôtres. Bonsoir.